Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Et puis d'aborder ce sujet qui, je dois dire, m'a pas mal intéressé, pollution et exercice, parce que je pense que nous faisons tous du sport, et puis on regarde avec plus ou moins d'attention ou d'inquiétude les bulletins concernant les différents polluants autour de nous. Et évidemment, il est naturel de se poser la question de si ça a une incidence sur notre santé, et si c'est finalement comme ça qu'on devrait aller courir pendant le week-end ou pas. Alors, on va parler, bien sûr, c'est un sujet très vaste, c'est un sujet où il y a énormément de différents polluants et des effets physiologiques très différents, donc on va parler seulement d'un certain nombre de polluants qui sont les plus fréquemment en fait rapportés, ceux que vous allez trouver facilement sur Internet ou sur votre journal quotidien, les particules fines, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote et l'ozone. Ça, c'est le théâtre de tout le problème de pollution et exercice. Donc, on a à gauche, finalement, le résultat de toutes les émissions qui sont le produit de notre activité industrielle, de la circulation, du chauffage, beaucoup, et aussi, bien sûr, de la circulation automobile et de tout le trafic routier. Et puis ensuite, vous avez au milieu un certain nombre de polluants qu'on appelle des polluants secondaires. Ces polluants, en fait, sont le résultat de la transformation, par exemple, de certains polluants primaires en ozone. C'est le plus fréquemment incriminé. Et on verra tout à l'heure, en fait, le rôle possible de l'ozone sur notre santé, que ce soit en aigu ou au plus long cours. Et alors, l'ensemble de ces polluants va avoir des effets sur notre écosystème et aussi sur notre santé. Alors, il y a un bulletin que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est en fait un groupe d'études cantonales qui travaille pour la ville de Genève et qui édite une publication mise à jour régulièrement sur tous les polluants, donc sur en fait finalement l'air, le bruit et l'environnement dans notre canton. Et ce que je vais vous montrer pour les quelques diapositives qui suivent, ce sont les données qui vont de 2009 à 2016 concernant les polluants dans notre région. Alors, vous avez ici une représentation graphique très, très simple qui nous montre que pour le dioxyde d'azote, par exemple, au cours de cette période d'observation, au milieu urbain, on n'a pas été très bon. En milieu suburbain, donc à la périphérie de Genève, on a été un peu mieux. Et dans le milieu rural, les choses n'allaient pas trop mal. Vous voyez que pour l'ozone, on est très souvent dans le rouge. Pour les particules fines, on est dans des zones intermédiaires, surtout dans les régions urbaines. Et puis les autres polluants, finalement, ont peu été problématiques dans notre région. Et alors, c'est intéressant de regarder aussi, toujours dans ce même rapport, finalement, la distribution sur le temps, sur le calendrier des pics de pollution. Et vous avez sur ce graphique, en fait, une échelle colorée qui va de bleu, donc pas de pollution significative, jusqu'à rouge, mauve. Et vous voyez qu'en fait, les périodes à problème sont les périodes estivales. C'est vraiment en juillet, août, septembre qu'on va avoir des pics de pollution qui vont être potentiellement problématiques en termes de symptômes pour certains d'entre nous lorsqu'on va faire du sport. Et vous voyez qu'en hiver, finalement, en tout cas dans notre région, le problème de la pollution est moins aigu. Et alors, toujours dans cette même brochure, sur le site de la ville de Genève, vous avez l'évolution des différents polluants en fonction des années. Donc ici, il s'agit d'une pollution moyenne, qu'on soit en milieu urbain, qu'on soit en région suburbaine ou à la campagne. Et deux choses intéressantes, en milieu urbain, on est très souvent dans le rouge, mais aussi, vous le voyez sur cette courbe et sur les suivantes, on a une petite tendance à la baisse qui est quand même sympathique sur les 10 dernières années. Donc ici, vous avez le NO2. Ici, vous avez les particules fines de 10 microns ou moins, sur lesquelles on reviendra. Alors là, vous voyez qu'on est quand même assez fréquemment au-dessus des normes acceptables en termes de santé. Et puis, l'ozone, dont la variabilité est tout à fait caractéristique. On va en parler dans un moment. Donc, vous avez en fait les pics estivaux et puis la diminution de l'ozone pendant la période hivernale. Et grosso modo, sur toute cette période d'observation, une stabilité de la pollution à l'ozone. Et la brochure rapporte aussi ces pics. Donc il y a des années où on a eu des pics de pollution particulièrement marqués avec, on peut l'imaginer, un petit impact sur la santé publique.
Donc on retiendra que la pollution à Genève n'est pas catastrophique, mais il y a un certain nombre de polluants, en particulier au milieu urbain, qui sont régulièrement à des taux qui sont supranormaux. Il y a une variabilité journalière, il y a une variabilité saisonnière, avec des pics en été, il y a une variabilité géographique, selon qu'on soit en ville, un peu à la périphérie ou à la campagne, et puis il y a des périodes critiques qui sont plutôt les périodes estivales. Alors, maintenant, quelles sont les interactions entre la pollution et nous quand on fait un effort? Eh bien, quand on fait un effort, de toute évidence, on augmente nos besoins métaboliques, on consomme plus d'oxygène, on produit plus de gaz carbonique, donc il faut assurer finalement ces besoins métaboliques en augmentant notre ventilation. On respire plus, c'est très simple. Donc l'augmentation de la ventilation, comme on le verra, nous expose à plus d'air qui rentre dans le système et donc à plus de polluants. C'est mathématiquement très simple. Il y a une deuxième notion qui est intéressante, c'est celle de diamètre aérodynamique. On a parlé de particules fines, donc on va revenir sur ces particules fines, mais ces particules, elles peuvent être un peu carré bossu, un peu comme une flèche. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le diamètre critique pour cette particule quand elle est orientée dans le flux inspiratoire et si ce diamètre va poser problème pour la pénétration dans les voies respiratoires ou pas. Imaginez une flèche, en fait, ce n'est pas sa longueur qui nous intéresse, c'est son diamètre, et puis le diamètre au niveau éventuellement de la queue de la flèche pour savoir si cette flèche peut rentrer dans un tuyau, en l'occurrence une voie aérienne. Enfin, pour les plus petites particules, ce qui est important, c'est de savoir si elles sont suffisamment petites pour traverser la barrière alvéolo-capillaire et rentrer dans le sang. Donc l'effort va augmenter la déposition potentielle de particules fines dans les voies aériennes. Cette augmentation, elle est proportionnelle à l'augmentation de la ventilation. Donc plus on fait d'efforts, plus l'effort est de longue durée, plus évidemment on va exposer notre organisme à ces polluants. Et ça c'est vrai quel que soit l'agent polluant. On a un filtre à particules qui est absolument merveilleux, qui est le nez, c'est aussi un humidificateur absolument remarquable. Eh bien, malheureusement, quand on court, en fait, l'augmentation de la ventilation fait qu'on passe tous à une ventilation qui est naso-buccale, voire éventuellement exclusivement buccale, et donc on va perdre les capacités fantastiques de filtration du nez dans une activité physique d'un certain niveau. Alors vous avez ici une vue très schématique des voies respiratoires et vous voyez tout en haut à droite donc ces particules fines, ce sont des particules qui sont en général de moins de 10 microns. Pour vous donner une idée, un globule rouge donc, qui transporte l'hémoglobine et l'oxygène dans notre sang à 7 microns de diamètre. Et vous voyez bien sûr que les particules vont se déposer de plus en plus loin dans notre système respiratoire en fonction de leur taille. Les particules les plus grosses vont être filtrées par le nez tant qu'on a une respiration nasale, et sinon elles vont rentrer plus bas dans les voies aériennes. Elles vont rentrer dans les voies aériennes, elles vont arriver dans les alvéoles. Vous êtes ici dans la périphérie du poumon, vous êtes dans la zone d'échange, c'est là où l'oxygénation se fait. Elles vont être au niveau de la barrière alvéolo-capillaire que vous voyez ici, avec le passage des globules rouges, et donc ces particules fines vont pouvoir passer dans le sang, être transportées dans le sang, être propulsées par cette magnifique machine qui est notre cœur, et en fait être dispersées dans notre organisme absolument partout. Donc les particules fines et les polluants qui sont capables de passer la barrière alvéolo-capillaire, en fait, peuvent aisément avoir des effets non seulement respiratoires, mais systémiques. Alors, ces particules fines, de quoi il s'agit? Il s'agit de particules mixtes qui sont parfois solides, parfois liquides, parfois les deux, et la plupart du temps, elles proviennent essentiellement de la combustion du bois, des chauffages, des énergies fossiles et des gaz émis par les véhicules et l'industrie, mais aussi des frottements, les freins, les pneus. Elles sont classées, comme on l'a vu, en fonction de leur diamètre aérodynamique, et puis on sait que l'exposition chronique à ces polluants est associée surtout à des affections cardiovasculaires. C'est ce que vivent par exemple nos collègues, nos homologues chinois qui sont malheureusement pour beaucoup de grandes villes exposés à des taux de pollution qui sont 3 à 4 fois les normes, ce tout au long de l'année. L'effet se fait via un stress oxydant, via des effets sur le système nerveux autonome et via ce qu'on appelle la translocation, c'est-à-dire le passage finalement du polluant depuis l'alvéole dans le capillaire et sa distribution dans l'organisme.
En aigu, quand vous et moi on va courir, eh bien, les effets biologiques les plus marqués sont ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire une irritation des voies aériennes. Ça fait tousser, ça fait un peu mal dans les bronches. On a une augmentation de la résistance des voies aériennes, donc c'est ce qu'on voit dans l'asthme, dans une forme mineure d'asthme, et on peut avoir des effets donc, qui peuvent perdurer pendant plusieurs heures après l'exposition. Autre polluant important, c'est l'ozone. Alors l'ozone, on aime bien l'ozone, le bon ozone, quand il est très loin là-haut et puis qui nous protège contre les rayons cosmiques et les UV solaires, mais quand il est à basse altitude, l'ozone est beaucoup plus problématique et c'est un polluant, donc, comme on l'a vu, secondaire, généré par l'interaction entre les UV et différents polluants primaires. Alors c'est un grand irritant des voies respiratoires. Il diminue, si vous voulez, les fonctions pulmonaires dans leur ensemble. Il est à l'origine d'une vraie inflammation, d'une irritation des bronches, d'une hypersensibilité des bronches. Et de façon intéressante, il interfère aussi avec nos mécanismes de défense. On l'a vu dans les exposés précédents, il y a une relation entre l'effort et la capacité de défense contre les infections. Eh bien, l'exposition soutenue à l'ozone va nous fragiliser par rapport à des infections virales, à des infections tout à fait courantes. L'ozone modifie aussi notre façon de respirer. Une respiration efficace, ce sont des grands volumes courants à une faible fréquence. En fait, on va changer notre mode ventilatoire pour un mode ventilatoire qui est plus coûteux en termes d'énergie. Enfin, chez les sujets prédisposés, chez les asthmatiques, 7% de la population, on va faciliter le déclenchement de crise. Donc en exposition aiguë, une baisse de tous les volumes pulmonaires mobilisables, un effet qui augmente avec l'intensité de l'effort. Et puis, si on a des taux d'ozone qui sont très élevés, on l'a vu, ça peut survenir pendant les périodes estivales de grande chaleur, plutôt en fin de journée, eh bien, on peut avoir un impact sur la fonction respiratoire, même avec des efforts de faible intensité. L'effet de l'ozone est potentialisé par les expositions répétées. On va courir tous les jours dans la même ambiance, eh bien, la toxicité, si vous voulez, augmente. Et puis, par la température ambiante, plus il fait chaud, plus l'effet toxique est perceptible. Et bien sûr, les asthmatiques sont plus à risque d'être sensibilisés par l'ozone. Les coureurs, les sportifs qui font des efforts de haute intensité vont se plaindre d'une sensation d'oppression thoracique, vont éventuellement percevoir des sifflements ou avoir une sensation de manque de souffle. On l'a entendu tout à l'heure, on a une diminution objective des performances lors de marathons, lors d'efforts prolongés. On a aussi une diminution de la durée maximale d'effort tolérée par des sujets lorsque l'exposition à l'ozone est significativement augmentée. Tous les paramètres d'intensité de l'effort, si vous voulez, sont diminués par rapport à nos performances optimales. Et on note aussi plus d'abandon par des sportifs de bon niveau lors d'épreuves prolongées. Le monoxyde de carbone, alors ça c'est un polluant qui provient le plus souvent directement de la combustion incomplète des carburants qui contiennent du carbone, donc essentiellement les pétroles, donc c'est les voitures, c'est un polluant typique de la ville, du centre-ville. On trouve des taux élevés dans les zones de trafic intense. Et le monoxyde de carbone, en fait, il interfère avec le transport de l'oxygène dans le corps. Il prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine, donc en fait, il diminue la performance, si vous voulez, de notre système cardiovasculaire pour distribuer l'oxygène vers les muscles. Donc, en gros, ça veut dire que pour un effort donné, on est obligé de respirer plus pour faire rentrer plus d'oxygène pour pouvoir alimenter, si vous voulez, notre système musculaire. Si on parle d'efforts, de pollution et de sujets à risque, alors il faut cibler un certain nombre de gens de la population. Les asthmatiques, on l'a dit, environ 7% de la population. Les gens qui souffrent de BPCO, donc bronchopneumopathie chronique obstructive, pour la plupart des fumeurs, eh bien beaucoup sont finalement des gens qui se sont convertis, qui ont arrêté de fumer et puis qui ont commencé un sport. Ces gens sont plus fragiles que la population générale. Tous les gens qui ont une hyperréactivité bronchique sont des gens qui vont être plus sensibles à l'effet des polluants. Et puis, un souci particulier pour les femmes en âge de procréer, c'est que certains polluants peuvent passer à travers la barrière placentaire, donc des expositions répétées et prolongées peuvent être un souci. Les particules fines ont un effet vasculaire, on l'a vu, elles partent dans les vaisseaux et elles vont avoir un effet sur les revêtements des vaisseaux et favoriser ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc diminuer, si vous voulez, l'efficacité de la perfusion dans notre organisme. Et donc, les gens qui sont sujets à des maladies coronariennes, en fait, ont plus de symptômes dans ces conditions-là et sont plus à risque d'avoir des événements coronariens.
Alors, je vous ai brossé un tableau un peu catastrophiste, là, mais est-ce qu'il faut renoncer au sport lors des pics de pollution? Alors, si on n'est pas dans une catégorie de population sensible et fragile, la réponse est clairement non. En fait, si on fait une balance entre les effets toxiques aigus des polluants et les bénéfices du sport au long cours, il est certain, et tous les experts le disent, que l'exercice régulier atténue les effets de la pollution, surtout sur le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est très important, mais il faut être aussi conscient de l'inconfort qui peut être engendré par des pics de pollution et donc s'y attendre, adapter l'intensité de l'effort, la durée de l'effort, le timing de l'effort aussi. Il y a des gens qui prétendent que les antioxydants pourraient avoir un effet protecteur. On pense à la vitamine A ou la vitamine E. Je pense que ça ne fait pas de mal de toute façon d'avoir une alimentation qui est riche en antioxydants, mais enfin, on ne peut pas dire beaucoup plus que ça. Il n'y a pas d'indication à la prise systématique d'une médication anti-asthmatique pour les non-asthmatiques. Par contre, pour les asthmatiques, oui. Et puis, il y aurait éventuellement, il y a des gens qui le disent, un effet protecteur d'un médicament anti-asthmatique qui est le montelukast, mais ça, c'est très anecdotique et je ne suis pas du tout en train de vous proposer de le prendre de façon systématique. Donc, pour terminer sur les recommandations, je dirais, dans les situations à risque, saison, environnement urbain, suivez les bulletins météo, regardez, intéressez-vous finalement à ces rapports sur les particules fines, sur le NO2, sur le SO2, sur le monoxyde de carbone. En été, puisque c'est la période à risque, privilégiez les efforts le matin pour éviter les pics d'ozone qui surviennent l'après-midi quand il fait plus chaud. Donc les efforts tôt le matin ou bien en toute fin de journée. Il faut s'éloigner du trafic. Si on peut courir dans un parc à 50 mètres d'une grande voie, ça fait une énorme différence. Les polluants diminuent de façon exponentielle plus on s'éloigne d'une grande artère où il y a beaucoup de circulation. Donc l'endroit où on va faire du sport est fondamental. Si vous allez quelque part pour faire du sport et que vous traversez toute la ville, il faut savoir que pendant que vous traversez la ville en voiture, vous êtes exposé aux polluants et donc l'effet est cumulé. Et puis, il faut donc, une prudence particulière pour les personnes à risque, on l'a mentionné, les asthmatiques, les petits-enfants et les femmes enceintes. Pour en savoir plus, pour ceux qui sont intéressés, à nouveau, je vous recommande d'aller sur le site de genève.ch et de regarder sous la rubrique R. Beaucoup d'informations. Vous avez une carte qui est à jour, pratiquement heure par heure, de la situation de la pollution dans notre canton. Vous pouvez tout savoir sur les bastions, sur Vernier, c'est extrêmement bien fait. Et puis, vous avez ici quelques sites qui sont très instructifs par rapport à cette toxicité des différents polluants. Alors, je vous remercie pour votre attention.